Before the rift, before the war, there was Solon. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Making of dédiée à la saison 4, L'Aube de la guerre. Une saison que vous allez le voir est assez unique, qui présente énormément de particularités en termes de scénario, d'illustration de cartes, de thématiques abordées. Et on va développer tout ça ensemble avec Norbert et Marine. Bonjour Quentin. Bonjour Norbert, bonjour Marine. Ouh, c'est bon. Alors du coup, dans la saison 3, la saison du Rift, donc la précédente saison de cartes de Cross the Edges, on avait développé la partie de l'univers qui est donc la partie post-apocalyptique qui se trouve entre Arcante et Mantris. Et au niveau de l'histoire globalement de l'univers, ce qui se passait, c'est que c'est une région globalement qui a été détruite par le Blast, donc le fameux grand événement qui marque la scission entre Arcante et Mantris. Là, avec cette saison 4, évidemment, vu qu'on retourne dans le passé, cette saison Rift, ces vestiges et tout ça doivent reprendre vie. Globalement, là, ce territoire de Solon, donc c'est un pan qui n'était pas exploré dans la saga, qui était plutôt évoqué, qui était en backstage, on va dire, de l'univers. C'est-à-dire que le nom de ce 8e Arcome est cité, mais évidemment, vu que tout a été détruit, on ne se plonge jamais vraiment dedans. On a peut-être des personnages qui existent encore éventuellement, qui ont survécu, parmi les Riftiens maintenant qui habitent ce territoire. Et ce territoire, Solon, du coup, n'avait pas fait forcément l'objet d'une recherche encore approfondie par l'équipe d'auteurs dans la saga principale. Du coup, je te regarde Norbert, si tu peux Oui, nous en en dire plus fait, sur le... quand on travaille sur une saga comme ça, on est immergé dans l'histoire. Et pour nous, le Rift, c'est une zone post-apocalyptique avec des ruines, tout un tas de choses super intéressantes, mais c'est pas une histoire incarnée. Il n'y a pas de gens, tout le monde, enfin la plupart des gens sont morts. Les Riftiens, c'est des survivants. Mais arrive cette idée qui vient du studio, qui vient de Quentin et Marine, qui est de dire mais qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'était cet avant. Et là, tout d'un coup, moi j'ai ressenti un sentiment très fort qui est la nostalgie. C'est-à-dire d'un coup, on commence à se poser la question du monde de ce monde qui a été détruit et de gens qui vivaient là et donc de tout un tas d'histoires, d'histoires d'amour, d'histoires familiales, etc., etc., et d'histoires dynastiques. Et puis, le studio arrive en nous disant, on va travailler là-dessus, on va faire un gros projet là-dessus. Et nous, c'est feu vert parce que il n'y a rien de plus dramatique que d'imaginer un monde qui a été riche, avec des histoires humaines en pagaille, et qui a été complètement blasté. Voilà, tout d'un coup, on ressent tous une nostalgie. Et donc, il y a le travail d'archéologue que vous avez commencé à faire avec nous. Et c'est une collaboration, je dirais, c'est le moment où la collaboration a été la plus évidente entre le studio et l'équipe d'écriture. Puisque vous avez fait ce travail d'archéologie, et puis nous, derrière, on était là en disant, il y a des lignes, il y a une histoire générale, on va repartir sur l'histoire générale, et petit à petit, c'est ces allers-retours qui ont permis de comprendre ce qu'était Solon. Du coup, oui, je trouvais ça intéressant que tu aies parlé de nostalgie et même te retourner plutôt même sur un truc très terre-à-terre qui est juste l'émotion. Parce que une des idées qui est un peu dirigée aussi, l'idée de revenir globalement dans le passé, revenir sur Solon, cette idée de nostalgie, de reconstruire des choses qui ont été détruites et tout ça, ça s'inscrit aussi dans l'envie de Samy de vouloir développer des points de vue différents. Au début de la saga, Samy voulait vraiment qu'on choisisse notre camp entre Arcante, entre Mantris, et puis après le Rift qui s'est rajouté aussi en plus. Et, euh, et là, pour une fois, on avait encore un nouveau point de vue qui pouvait également s'ajouter. Et c'est vrai que jusque-là, dans la saga, alors on est très tourné Arcante, Mantris, parce que finalement, c'est les forces dominantes qui sont restées, en fait, et qui se sont un peu imposées après ces grands événements de guerre, donc la guerre des héros, et puis le Blast. Et on avait techniquement, alors un territoire qui appartenait à Arcante, mais qui, euh, sur plusieurs aspects, en vérité, était un petit peu à mi-chemin entre les deux, tendait la main un peu à droite, à gauche. Et du coup, ce qui permettait de apporter du relief, encore une fois, à Arcante, Mantris et à la géopolitique globale de l'univers, et du coup aux spectateurs de pouvoir éventuellement s'attacher à des nouveaux personnages qui,
enfin des nouveaux, des anciens personnages qui du coup ont plus subi la guerre à proprement parler que éventuellement Arcante et Mantris. Et ça permettait de changer la couleur, on va dire, d'Arcante et Mantris plutôt que d'avoir un côté binaire. On crée encore une quatrième presque partie prenante dans toute cette grande histoire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Solon, c'était une terre d'abondance, c'était une terre même trop abondante, et qui était remplie de fleurs, des champs de fleurs. C'était une terre pleine de soleil et de lumière, et voilà. Et tout ça va être détruit par le blast. Et tous ces personnages qu'on rencontre, qu'on va découvrir là, soit pour la première fois, soit dont on va comprendre la backstory parce qu'on les a déjà rencontrés dans le Rift ou à Arcante ou Mantris dans les précédentes saisons. Là, on va comprendre, ah ok, bah, d'où ça vient tout ça? Ça vient d'un monde qui paraît un peu paradisiaque. On l'a un peu dépeint comme ça aussi volontairement dans la saison, mais et que tout ça n'existe plus. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point on a pu partir de ruines, même c'est plus que des ruines, hein, c'est vraiment complètement détruit dans le Rift, et de construire quelque chose qui est aussi riche et avec des personnages aussi hauts en couleur et avec une architecture aussi qui est très particulière et une identité propre qui n'est pas tout à fait celle d'Arcante, même si c'est un territoire qui appartient à Arcante, et qui n'est pas non plus attaché à Mantris, même s'il y a des liens qui se créent. C'est vraiment le territoire qui a essayé de créer qui a créé des liens entre Arcante et Mantris, qu'on a toujours connu comme une vraie dichotomie. Et là, c'était ce qui faisait la jonction, et cette jonction-là a été détruite par cet événement terrible. Voilà, je peux jouer non plus avec ça. Non, mais il y a du coup... Non, mais c'est vrai, et du coup, géographiquement, il y a un lien évident qui se fait, c'est qu'on a effectivement Arcante qui est sur le pan ouest, on va dire, du continent, Mantris sur le pan est, et cette scission en plein milieu, quand on sait qu'avant, du coup, c'était un territoire qui était censé créer des liens, tisser des liens et tout, on a géographiquement quelque chose qui est cohérent, comment dire ça, euh, qui va globalement renforcer le côté dramatique de l'histoire au global. C'est-à-dire que finalement, c'était pas juste un territoire arcante, et c'était vraiment presque un symbole d'espoir ou une perspective d'enfin de réunion presque, ou de compromis entre les deux territoires. Et le fait d'avoir perdu ça euh, explique pourquoi derrière dans la saga, on va s'attarder pendant un bon moment sur comment est-ce qu'on répare tout ça. Et il y a un élément d'ailleurs qui est très important dans le... Ou pourquoi est-ce qu'on reproduit? Pourquoi est-ce qu'on reproduit Parce que le thème de la guerre est un thème récurrent qui revient, et donc pourquoi des conflits? Pourquoi est-ce que ces deux grands ensembles, Mantris et Arcante, se combattent en réalité? Et moi, le mot qui me vient par rapport à Solon, c'est apogée. Parce que c'est une civilisation en soi qui a sa science à elle, qui n'est pas celle de Mantris, qui a qui a pas de magie, mais on en parlera, mais en revanche, qui a une sensibilité qui est plus proche de celle d'Arcante, et qui est une culture qui est proche de celle d'Arcante, mais c'est un petit territoire entre deux géants. Donc c'est aussi, géopolitiquement, on creuse aussi la question c'est quoi d'être un petit pays face à deux, on l'a bien vu, voilà, comme la guerre froide, face à deux blocs très, très opposés, et de trouver sa voie. Et Solon a trouvé sa voie. Et au moment où enfin, un peu avant la guerre, malheureusement pour Solon, ils sont vraiment, on sent que les scientifiques, culturellement et tout, ils sont à leur apogée, ils tendent, ils font des découvertes, ils arrivent à... Voilà. Et peut-être il y a un peu, moi je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas à titre perso, je me suis toujours dit qu'il y a peut-être un peu de jalousie de la part des deux géants à côté, que ce soit Arcante ou Mantris, de se dire, ce petit truc-là, ces gens-là, c'est fertile, ils sont riches, ils sont en train de faire des découvertes et tout, mais c'est... Voilà. Et en gros... calme-toi un peu, C'est un voilà, pouvoir voilà. qui a fini par s'imposer, et du coup, peut-être un Et peu de jalousie. c'est ça. Et du coup, géopolitiquement, de la part de Thornhill, de la part d'Arcante, il y a aussi une volonté de reprise en main, en disant non mais attends, les gars, calmez-vous là. Et du côté Mantris, c'est plutôt c'est bien, on peut faire du commerce, on peut faire des choses,
mais tombez pas dans l'escarcelle arcante non plus, et hop, la tension qui monte. C'est-à-dire, finalement, ce petit joyau au milieu, ça va attirer l'avidité des deux grands qui vont se dire: «Non, mais il est à moi. Il est à moi», et donc tout de suite, ben, on sent que quand voilà, il est à moi, ça veut dire les tensions, elles se mettent en place tout de suite. Et là, malheureusement pour Arcante, peut-être malheureusement pour Solon, Solon aurait peut-être dû rester plus discret, moins réussir. Pour leur histoire à eux, ça aurait été moins dramatique. Je me rappelle un des titrages du document de production de base de Solon qui était Si Icare était une nation. C'est un petit peu l'idée. C'est une nation qui est montée peut-être un peu trop vite ou un peu trop fort. Ça n'a pas forcément plu et a fini par se cramer. Et c'est vrai, c'est ce que disait Marine. Du coup, d'un point de vue visuel, les visuels qui ont été créés, Paraissent c'est presque trop. ça a ce côté paradisiaque, mais parce que c'est l'histoire de Solon à ce moment-là. Ça n'a pas été fabriqué. Non, c'est vraiment l'histoire de Solon, et Solon commence avant, on le voit, enfin bon, vous allez en parler, mais sur l'architecture, sur la science, sur toute l'agriculture, ces fleurs de couleurs extraordinaires qui font, moi ça me fait penser un peu parfois aux Pays-Bas, tu vois, avec des productions de fleurs qui Oui, oui. partent partout, etc., etc. Et puis cette nature de sol et de sous-sol particulière de Solon, de ce territoire, qui fait que euh, ce qui pousse, Sans trop en dire. là, on le trouve ni côté mentrice ni côté archante, quoi. Donc il y a une particularité très forte. Et c'est vrai que ça donne des visuels sur les cartes, ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, qui sont extraordinaires, quoi. C'est vrai que tu parlais, du coup, enfin, tu parlais d'apogée, mais c'est vrai que Solon, techniquement, on aurait pu l'illustrer à une autre période temporelle. Solon a existé évidemment plus de 20 ans. C'est un vieux territoire. Et c'est vrai que pour le coup, on a vraiment choisi l'apogée, puisque ça nous permettait éventuellement de revenir en arrière pour découvrir des persos qui sont encore vivants. Alors qu'évidemment, que si on s'était éloigné encore dans le temps, bah, si les personnages n'ont pas existé, ne sont pas encore nés, enfin voilà, ça demande de redécouvrir carrément des nouveaux personnages. Alors que là, on avait l'occasion de redécouvrir aussi le père de Solis. On avait l'occasion de redécouvrir peut-être l'ordonnateur plus jeune, peut-être sa sœur qui n'est plus dans sa cuve. Et puis bah, nécessairement, qui dit apogée, c'est ce qui permet aussi de créer le drama derrière avec la guerre des héros. Là, techniquement, on est au début de la guerre. Et du coup, on peut le dire, la prochaine saison permettra techniquement de mettre en image enfin cette guerre des héros, puisque là, on s'arrête juste avant. Désolé, il faudra attendre un peu plus longtemps, mais promis, ça va être bien. Donc l'histoire de Solon, on a compris, c'est une histoire qui est assez ancienne, c'est un territoire qui est très ancien. Et d'un point de vue créatif dans Studio, ce qu'il a de particulier, c'est que techniquement, c'est un territoire dont l'identité a commencé à être construite en vérité la saison précédente, pendant le Rift, puisque nécessairement on se situe sur la zone où Solon a existé. Et dans le Rift, du coup, pendant la création de la collection de cartes, euh, malgré le fait que la région de Solon ait été détruite, eh bien, il fallait bien savoir à quoi elle ressemblait avant pour pouvoir y poser des ruines. Et du coup, ce travail, il a commencé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à conceptualiser des villes, à conceptualiser des codes visuels, donc notamment le pont dont on va parler, la figure du pont qu'on a beaucoup utilisé pour Solon, pour la capitale, pour euh, rythmer, rendre vivant les paysages, la fameuse cité de Citala, oui, pour pouvoir ensuite les disséminer à droite, à gauche. Donc c'est un travail qui est presque, comment on dirait, assez contre-intuitif, de construire pour ensuite détruire, et même un petit peu frustrant, parce que finalement on construisait des super choses, et puis juste après on disait bon bah super, on casse tout, on casse tout, et puis on pose des trucs à droite, à gauche. Euh, et nécessairement, bah, derrière, on a dû se reposer un petit peu en position d'archéologue, un petit peu comme le clan solonite qui habite le Rift et qui essaye de retrouver des vestiges de leur identité, pour pouvoir essayer de se reconstituer une identité, se reconstituer, réasseoir un petit peu leur assise sur le Rift. Et là, du coup, dans cette saison 4, bah, on explore enfin les fameux concepts qu'on a cassés, qu'on a détruits. Je vous pose la question. Pour vous, on n'a personne pour interviewer, je le fais pour vous, Ah ouais, c'est bien. avec c'est grand bien. plaisir. Vas-y. Qu'est-ce qui caractérise Solon techniquement, Norbert, Marine, qu'est-ce qui fait l'identité de Solon?
Vaste question. Mais non, mais il faut qu'on fasse dans l'ordre, du coup. Tu veux qu'on fasse Ah bah oui, vas-y, Activité. activité. choisis. Donc, qu'est-ce qui caractérise Solon? Déjà, elle se caractérise par son activité, qui n'existe pas de cette manière-là à Arcante ou enfin, dans le reste du territoire Arcante ou à Mantris, qui est la science et l'astrologie et l'alchimie. Parce qu'à Solon, il n'y a pas de magie, et alors que c'est un territoire Arcante et qui devrait avoir de la magie, mais eux, ils n'en ont pas. Donc ils essayent de comprendre pourquoi, parce que ça peut être perçu comme un manque, parce que du coup, d'un point de vue géopolitique, ils ne peuvent pas trop être inclus correctement côté Arcante, et ils peuvent pas non plus, ils n'ont pas non plus la technologie mentrice pour pouvoir s'intégrer correctement avec eux. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ils cherchent leur propre identité aussi par la science et la chimie. Ils se concentrent principalement sur le chem, ce qui est une matière qui est très présente à Solon et qui est très énergétique, mais qui est très instable. Et ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. C'est un peu particulier. Et, et donc, ça donne lieu à une académie de Solon qui est très, très riche et qui est très influente aussi dans tout le territoire d'Artelium, qui est reconnue aussi pour ça. Donc, on a toute une catégorie de scientifiques qui est développée dans les cartes. On a des personnages qui sont du coup mis en avant via la science et ce qu'ils étudient et comment, par une technique empirique, ils essayent de comprendre comment ça fonctionne. J'ai envie de parler que de la science avec ça. Ouais, et c'est vrai. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la science de Mantris, c'est que c'est un peu. Il y a un côté un peu rétro-science, c'est-à-dire que on est dans l'astronomie, donc ça fait penser un peu à l'Europe du 16-17e siècle. On est entre l'alchimie et la chimie, donc c'est pareil. Et ils essayent de tracer leur propre voie. Moi, à mon sens, ils sont méprisés en réalité par Montris parce que c'est des scientifiques. Ouais, de toute façon, pourquoi s'intéresser aux étoiles et bon, et le chem, de toute manière, ça n'existe que à Solon, donc côté Montris, ça les intéresse pas trop. Mais ça les rapproche quand même de Montris. C'est-à-dire cette façon de concevoir le monde par la science, ça les rapproche de Montris. Et ils sont aussi maîtrisés par Arcante parce qu'ils n'ont pas de magie, on va en parler. Et donc, mais malgré tout, ils poussent leur propre voie en y croyant et en y allant. Et c'est ça, alors moi, tu parlais de particularité, je pense que c'est des gens qui croient à leur singularité, qui croient à leur voie, malgré le fait d'avoir ces deux grandes civilisations à côté qui finalement les regardent de très haut, quoi. Et ils continuent, ils avancent, et finalement, ils y arrivent. Et du coup, avec tous ces personnages, avec l'Instagram, avec tous les personnages que vous avez travaillé, enfin, et L'Instagram qui est cité dans les bouquins. ouais, et qui est cité dans les bouquins, enfin, c'est un travail commun, mais on s'y attache parce que précisément, c'est des gens qui croient à leur destin, ils croient à leur civilisation, ils croient à leur culture. Ils ont raison d'y croire jusqu'à la guerre. Mais on peut le dire d'ailleurs, le fait que là du coup on a parlé de l'aspect scientifique, mais tout ça, ça part aussi de petits faisceaux d'indices qu'on est allé glaner à droite à gauche, que ce soit dans les cartes, que ce soit dans la saga au travers de qu'est-ce que les personnages disent de Solon, donc typiquement l'Issagram, qui est réputé pour être une scientifique, quelqu'un qui a étudié les légendaires, ce qui est pas rien, puisque les légendaires c'est des créatures qui jouent un rôle assez important dans l'histoire, dans l'univers de Cross the Ages, et c'est de ces petits faisceaux-là, finalement, qu'on tire le fil, en fait, et qu'on se dit, mais en fait, si c'est le personnage de l'Issagram, là, des scientifiques comme ça, déjà, on n'en a pas forcément beaucoup à Arcante. Est-ce qu'on ne devrait pas justement, est-ce que ça ne devrait pas être la base de ce qui constitue dans Solonite? Finalement, on se remet un petit peu à leur place, en fait, c'est-à-dire qu'on se dit, j'ai pas de magie, je suis pas intégré Arcante. Vers quoi est-ce que je me tourne pour essayer de créer cette singularité? Et finalement, on fait un petit peu comme eux, c'est-à-dire on finit par un peu lever la tête, on se dit, ah, il y a peut-être des choses qui sont intéressantes, on regarde aussi sous nos pieds, qu'est-ce qui fait que notre territoire est singulier? Et c'est là qu'après on tombe sur la science. Donc on a parlé de l'académie de Solonis, on a fait des recherches sur la fameuse capitale, on s'est dit, si on est à la capitale, si la science est mise au cœur de cette identité solonite, il doit nécessairement y avoir quelque chose qui rabaisse là la capitale.
Et finalement, on en fait même carrément le symbole même de notre trophée, hein, d'ailleurs, pour cette saison. Puisque du coup, à Solonis, on a la fameuse académie qui a fait l'objet de recherches assez approfondies en termes de concept, hein. On a fait un pont, on a fait les salles de cours, on a imaginé la bibliothèque, les archives, on a illustré énormément de personnages, on leur a même codifié leurs vêtements et tout ça. Donc oui, du coup, on a parlé donc l'académie scientifique, tout le côté, la science globalement de Solon, tournée vers l'astronomie. Et puis on a évidemment du coup la figure des ponts, qui encore une fois, là pour le coup, est une valeur assez importante pour la construction de la saga. C'est une valeur chère à Arnaud, à laquelle il essaye d'apporter des réponses, c'est-à-dire essayer de construire des ponts et pas des murs, voilà, comme il disait dans une interview, hein, je crois, qui date d'il y a quelques années, au tout début. Il le dit souvent, ouais. Et il le dit souvent, ouais. Et du coup, ça devenait presque un symbole évident, nous, pour construire cette région. Et du coup, c'est un symbole qui est omniprésent, qu'on retrouve déjà dans le Rift, avec des ponts qui sont détruits dans les décors, ou qui font l'objet d'exploration par les Solonites qui parcourent un petit peu le Rift. Et puis bah, là, nécessairement, on les retrouve enfin tels qu'ils étaient à l'époque, donc on va dire l'apogée de ces fameux ponts, avec, je dirais, presque un, un porte-étendard qui est la fameuse ville franche de Citala, qui est du coup une ville située sur ce qui sera nommé le fameux lac Salé dans la saga principale, après que le Blast soit passé par là et que le lac se soit asséché. Donc c'est une cité qui a été posée sur ce lac et qui a été construite spécifiquement pour pouvoir retisser des liens entre Arcante et Solon, et en même temps à la fois avec Mantris, puisque du coup la particularité d'une ville franche, c'est que c'est une ville qui est en fait administrée par elle-même en vérité. C'est une ville qui est détachée un petit peu Autonome. Comment? Autonome. Autonome, ouais, tout à fait. Et qui a cette caractéristique d'avoir des grands ponts qui parcourent la grande surface du lac. Et le pont devient du coup symbole de lien. Et le fait que bah, tous ces liens aient fini par sauter, bah, c'est ce qui fait... Moi, je pense que, bon, il y a un petit truc, là c'est peut-être une anecdote, mais avec Arnaud, effectivement, Arnaud, c'est un ingénieur. Donc, évidemment, la construction d'un mur ou la construction d'un pont, il le dit très bien, le pont, ça demande c'est beaucoup plus dur pour construire un pont. Mais moi, je suis pas un ingénieur, en revanche, je suis passionné d'histoire, et dès lors que tu construis un pont, la question se pose, qui contrôle le pont? Tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a un péage sur le pont? Est-ce que c'est un seigneur, si on remonte dans un monde médiéval, qui dit, moi, je vais laisser passer les marchands, mais je vais pas laisser passer machin truc. Donc, le pont, c'est pas juste un lien. Ou plus exactement, le lien, c'est pas simplement, dès lors que tu fais un lien, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est exactement ça, Solon. C'est-à-dire que c'est un territoire pont, mais la question arrive tout de suite de dire, bah, qui contrôle le pont? Qui tire des ressources du pont? Comment, voilà, et est-ce que ce pont, il peut être autonome? Et non, bah oui, toute la géopolitique qui a été construite derrière avec justement Arcante, Tornil, etc., c'est de dire votre autonomie, c'est bien gentil, mais ça va pas marcher comme ça. Et en plus, comme les autonomistes de Solon sont de plus en plus revendicatifs et que même, enfin, voilà, eux-mêmes ont des volontés de pas laisser, voilà, d'émancipation et de pas laisser donc ce pont en réalité il est plus que simplement un lien, tu vois, et c'est là où on sort du schéma justement de plan d'ingénierie qui a sa force et qui a sa vérité, et qu'on entre dans l'histoire et qu'on entre dans la vérité d'une histoire avec ces enjeux-là. Oui, on quitte le symbole pour... C'est ça, on quitte presque tu sais, le plan d'architecte et on a l'immeuble, tu vois, et on a la vie de l'immeuble. Ça y est, on n'est plus dans le beau plan d'architecte qui était au départ qui fait super envie. Non, on est dans la réalité. Et du coup, ça n'enlève pas la force du symbole. D'ailleurs, Oui, oui. Là où dans le Rift, le pont brisé, ça symbolisait vraiment la rupture, là, ça symbolise le lien. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière, concrètement, qu'est-ce que ça implique de créer des ponts. C'est pas... Solon, ils sont un peu... ils aimeraient que ça reste justement du symbole où ça nous permet de créer le lien entre les territoires, d'obtenir des choses de Mantris, d'obtenir des choses d'Arcante. Oui. Et finalement, on se rend compte que bah, ils maîtrisent pas tellement ce qu'ils ont créé, et
Ce qu'ils maîtrisent réellement, c'est leur science, et voilà, mais encore que c'est convoité par Mantris et par Arcante, ou convoité, jalousé ou méprisé, et finalement ils maîtrisent pas grand-chose, même à leur apogée, quoi. On peut même dire, enfin, moi je me souviens, on a beaucoup répété que Solon était une terre d'attraction. On peut même poser la question de la construction de ces ponts, même originels, hein. C'est-à-dire que finalement, c'est Solon qui est un territoire, on va dire, plutôt démuni de base, qui est un petit peu boudé, on va dire, et qui crée ces ponts pour en vérité attirer à lui, en fait, les connaissances d'Arcante, de Mantris et tout ça. Donc d'un certain point de vue, finalement, si on se met à la place des Solonites, à la base, si ces ponts sont créés, c'est pas forcément pour tisser des liens, même si comment dire, ça va de soi, mais c'est vraiment pour accumuler des connaissances, pour voilà. Quand on sait que le territoire se trouve au milieu, on se retrouve très vite à avoir en fait, en vérité, des connexions qui viennent, on va dire, agrémenter tout l'ensemble des tensions, et c'est ce qui fait qu'aussi on a une montée d'énergie, de tensions géopolitiques et tout ça, parce que, comme tu l'as dit Norbert, bah, du coup, nécessairement, tu te demandes bah, qui va contrôler ces ponts et tout ça, et là, si ces ponts sont en plus au centre d'Arthélium, on en vient nécessairement à un moment où il va falloir, comment dire, ça va exploser, quoi, ça va. Oui, oui, on voit bien que les deux grands empires, donc l'empire de la magie et l'empire de la technologie, sont aussi dans une phase de leur relation qui se tend. Et donc Solon va naturellement devenir cet objet de convoitise, cet objet où il va y avoir tout un tas d'intrigues, de manœuvres. Donc c'est une période, cette avant-guerre, c'est une période très riche en intrigues, en manœuvres politiques, en espionnage, en tout un tas de choses comme ça, parce que les deux grands géants tirent les ficelles, et évidemment les Solonites, eux, essayent de s'en tirer autant que faire se peut, sans trop de dégâts, mais ils sont pas non plus, et on le voit, et ça présage aussi de ce que va devenir les survivants, c'est-à-dire les Riftiens. C'est pas un peuple, c'est pas un bloc, c'est pas monolithique. Ils ont eux-mêmes, il y en a certains qui sont plutôt pro-Mantris, d'autres plutôt pro-Arcante, d'autres qui sont très autonomistes, et donc nécessairement toutes ces intrigues, eh ben, c'est une sauce qui va prendre et qui petit à petit va s'épicer au fur et à mesure du temps. On a des vestiges évidents de ces dissensions au sein de Solon et qui vont se perpétrer après dans le Rift, ouais. Ça c'est sûr. Et on peut en parler aussi, mais du coup c'est un territoire qui a quand même des ambitions. Celle de récupérer éventuellement un trône, le trône sculpté. On part géopolitique. Ben non, mais c'est vrai, puisque on donne un petit peu l'impression que Solon a subi certaines choses, enfin en tout cas a subi un petit peu les conflits entre Arcante et Mantris, mais c'est aussi un territoire qui finalement est aussi acteur dans cette guerre, elle ne fait pas que subir. Pour ce jeu de pouvoir qui commence à se jouer et qui devient de plus en plus pressant, parce que le dynaste de Solon, Adrien, lui, il commence à se rendre compte que, ok, les accords commerciaux avec Mantris, ça bat un peu de l'aile, les accords avec Arcante, ça devient compliqué, et il essaye de gagner sa place, il essaye de rallier tout le monde, il crée il signe des accords, enfin, mais ça fonctionne pas très bien, et sa sœur, un peu plus jeune, elle veut avoir le trône, donc sa stratégie à elle, c'est de séduire Tornil et de se marier et d'obtenir le trône comme ça de façon légitime. Elle se sent légitime, c'est une princesse Arcante, et elle veut monter sur le trône par la voie royale. Et à côté de ça, on a d'autres instigateurs qui, eux, veulent renverser le pouvoir. Et c'est un complot qui est entre Arcante, Mantris et des Solonites. Et là, on voit qu'il y a en miroir des personnages qui avancent en parallèle, qui veulent la même chose, mais qui n'ont pas du tout les mêmes moyens d'y arriver. Il y en a qui sont vraiment bien sous le manteau et qui vont se mettre à créer une stratégie pour monter un attentat, pour destituer Tornil, à un moment clé où justement tout le monde est réuni à Citala, donc c'est censé être le moment le plus festif, où on signe les accords, où on est tous ensemble, où les liens sont les plus forts, et voilà.
Et dans ce même temps, au même moment, Hélène, donc la sœur d'Adrien, elle veut séduire Tornil, donc elle met tous ses atouts en avant pour ça. Tornil qui refuse de prendre femme et qui ne veut absolument pas épouser qui que ce soit. Et elle se dit, mais moi, je vais y arriver. Et elle le fait aux yeux de tous. Elle se montre aux yeux de tous que, ok, bah, moi j'ai ma place dans ce monde-là, j'ai ma place sur le trône et je veux l'avoir. Et tout ça au même moment, c'est une énorme tension qui monte dans un même événement. Et tout va être bouleversé parce que finalement l'attentat n'a pas lieu, mais il y a une énorme explosion à Citala qui prend tout le monde de court. Personne n'avait pu prévoir, qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi il y a eu cette explosion-là. Citala vole en éclats, les accords volent en éclats, il y a des morts, des blessés, enfin, les liens sont complètement rompus, voilà. Et là, C'est la rupture d'un lien majeur. Ouais. voilà. Et là, la guerre va éclater à ce moment-là, parce que même si l'attentat finalement n'a pas eu lieu, c'était inévitable en fait. La guerre allait arriver et c'est maintenant. Mm, mm. Et finalement, c'est les circonstances qui sont surtout les circonstances qui sont dramatiques, quoi. Ouais, il y a tout un. On voit bien Hélène qu'elle représente justement. C'est une famille dynastique, donc c'est une femme de la famille dynastique de Solon, ce qui permet, voilà, ça rattache. Et là, c'est là où on comprend que Solon est quand même culturellement un territoire archonte. Ses seigneurs et ses membres dynastiques sont archontes. Et en plus, cette famille, elle a, euh, euh, elle est suffisamment de haute lignée pour pouvoir prétendre au trône, c'est-à-dire pour pouvoir prétendre à un mariage, à un accord. Et au fond, je pense que Hélène, quand elle ambitionne de séduire Tornil, c'est aussi parce qu'elle sent que Solon, précisément, est devenu quelque chose d'important, même si ce n'est pas un archôme, puisqu'il y a les 7 archômes archontes et que Solon est un territoire archonte sans magie, donc ce n'est pas un archôme, mais que cet apogée de Solon pourrait permettre de convaincre Tornil de faire cette alliance et du coup, évidemment, de repousser, ce serait une façon aussi de repousser, d'affirmer le caractère archonte de Solon et de repousser Mantris derrière ses frontières. Donc il y a et voilà. Et évidemment, ce désir d'Hélène, il rencontre un mur, pour le coup, qui est le mur d'intrigue. Évidemment, Mantris a aussi sa part, et de la volonté d'autonomie, puisque eh ben, se rattacher fermement à Arcante, c'est tout l'inverse que de rester un territoire autonome, indépendant, qui est un autre des désirs de Solon. On l'a dit tout à l'heure, mais le territoire de Solon, c'est un territoire qui est un petit peu boudé par Arcante, justement parce qu'il n'a pas de magie et tout ça. Et là, pour le coup, le personnage d'Hélène, lui, il cristallise un petit peu aussi la volonté de plein d'autres dynastes, c'est-à-dire qu'elle est en plus portée par de multiples dynastes de Solon, parce qu'en termes d'ambition, Solon, depuis des années, essaye de se recréer une forme de légitimité, on va dire. Et pour eux, comment dire, l'accomplissement ultime, ce serait d'enfin avoir un pied sur le trône sculpté, pas nécessairement pour pouvoir comment dire, se remettre en avant. Enfin, si, c'est une manière aussi de se remettre en avant, mais c'est presque de se dire, voilà, des erreurs du passé, c'est bon, on a rattrapé un petit peu nos fautes, on essaye de se reprendre une place légitime marquante, et on essaye de se remettre au même niveau que tous les autres archômes qui, eux, ont le droit techniquement, ou qui, depuis des années et des années et des années, se partagent le trône sculpté, et voilà, Solon devrait aussi avoir techniquement sa part là-dedans, quoi. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui reste de Solon, là, dans la saga, dans les cartes, jusque-là, tout ce qu'on a développé sur Arcante, sur Mantris, dans le Rift? Est-ce qu'il reste quand même des petites pièces à droite, à gauche, des personnages, des créatures, des vestiges? On a, par exemple, je crois, les grues, on a même les lacrymores aussi, du coup, Oui, du bah, Rift. c'est amusant parce que vous avez enfin, c'est amusant, non, c'est pas amusant. Vous avez vu dans le Rift, C'est amusant à créer, c'est oui, moins amusant oui, dans c'est les ça, faits. c'est ça, exactement. Donc, on a parlé tout à l'heure de flore qui était endémique de Solon, mais il y a la faune aussi qui est très importante et le symbole de Solon, c'est les grues à pointe rouge que vous avez déjà vues, en réalité, sous une forme mécanique dans les cartes de Mantris.
où en fait c'est une mentrice qui a repris ces créatures-là, qui en a fait des créatures, des robots, quoi, voilà, pour C'est des accords génétiques. voilà, On avait c'est traité ça, le fait voilà. qu'on avait voulu commencer à aborder le fait que voilà, Solon se rapproche de Mantris et nécessairement, ben, on essaye de trouver des accords. Et là, typiquement, on a essayé de les rapprocher des génétiques parce que les génétiques sont intéressés par toute la faune ou tout ce qui peut exister sur Artelium pour pouvoir faire des croisements génétiques pour X ou Y raison, de la mode, pour des augmentations humaines, ce genre de choses. C'est ça. Et comme les grues, c'était un animal qui est présent que à Solon et qui s'y plaît bien et qui est devenu le symbole de Solon, avoir un accord pour obtenir le droit de l'exploiter génétiquement, bon, bah, c'est pas rien quand même comme accord diplomatique. Et donc ces grues-là, en fait, vous les connaissez aussi sous une autre forme parce qu'après le blast, elles se sont transformées. Parce qu'il y a plein de mutations qui sont arrivées avec le blast. Et donc dans le rift, elles existent toujours, mais sous la forme des lacrymores. Donc c'est un peu moins sympa, mais voilà, donc les grues existent toujours, mais elles ont un peu muté, quoi. Oui, et qui là, pour le coup, sont complètement à l'opposé de ce qui est représenté Tout à autrefois, fait. hein. C'est-à-dire que là, on est sur des vautours cadavériques, on a des grues qui étaient connues pour leur chant plutôt merveilleux, qui avaient même potentiellement des propriétés guérisseuses, ce genre de choses. Là, on est carrément sur des cris qui se rapprochent de voix humaines. Enfin voilà, ça devient une créature de terreur, là où elle représentait en fait, en vérité, un symbole solaire, typiquement. Donc voilà, on a du drama là-dessus. On a aussi des personnages qui ont quand même survécu aussi au Blast et qu'on retrouve dans la saison du Rift. Donc on a par exemple Hal, qui est le fameux mentor de Aurel. On a Aurel lui-même. Euh, on a aussi du coup Hélène, dont on vient de parler juste avant, qui elle aussi a énormément subi des effets du Blast, hein, puisqu'on a la partie, quasiment une moitié du visage qui est rongée par des champignons. Et puis on a aussi du côté des Solonites, évidemment, bah, des anciens scientifiques. On a Balor, on a d'autres personnages qui ont été, eux, pour le coup, qui sont devenus presque méconnaissables, hein. On a Algol, on a aussi Jester, Oui, qui qui n'était ont pas un été scientifique, réutilisés, mais qui n'étaient pas un scientifique, mais qui ont été réutilisés pour pouvoir essayer de leur redonner au moins leur gloire d'antan, même si, bon, bah, évidemment, dans la continuité de l'histoire, eh bien, on verra bien ce qu'ils deviennent, mais voilà, c'était de montrer quand même ce qu'ils ont été pour encore plus créer d'attache avec ce qu'ils sont, ou en tout cas créer plus de drame avec ce qu'ils sont malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, hein, devenus, quoi. oui, oui, le cauchemar du risque, du rift prend ses racines dans un Solon qui est Qui est le glorieux rêve, et qui est vraiment le qui est rêve qui devenu est le cauchemar. rêve, voilà, c'est ça, et C'est ça, clairement ça se ça. transforme en, en cauchemar, ouais. Oui, d'ailleurs, moi, quand quand vous avez fini le dossier, que tout le concept art s'est mis en place, etc., et en échangeant avec nous, bien sûr, moi, je me suis dit, j'aimerais vivre, ou en tout cas, j'aimerais pouvoir faire un petit voyage dans cette Solon-là, à ce moment-là, d'intrigue. Et je pense que ça, c'est un signe d'une grande réussite quand on est sur un travail comme ça. C'est quand on a envie d'y aller soi. C'est de dire, mais j'ai envie d'accompagner, d'être à cette fête, j'ai envie d'être à cet endroit-là, etc., etc. J'ai envie de voir J'ai l'académie, j'ai envie, envie de voir voilà, la exactement capitale, j'ai ça. envie d'être sur ce Tout en pont. sachant, et c'est tout le côté à la fois drama, un peu à la drama grecque ou nostalgique, tout en sachant, et précisément en le sachant, que tout ce monde-là va disparaître. Il est voué à disparaître, on le sait, c'est une affaire de mois, d'années, mais tout ça va s'effondrer. Mais c'est l'apogée, quoi. C'est un peu comme la Vienne du Oui, oui. 19e siècle. On sait que là, il se passe des choses extraordinaires et que c'est l'endroit où il faut être. Saison 4, c'est un petit peu la photo de famille, la vieille photo de famille en noir et blanc que tu as Ouais, rangée sur la commode. Tu fais, c'était bien quand même à l'époque. Et tu te le remémores. c'est ça. Et par rapport aux cartes et tout, il y a effectivement les survivants, ceux qui ont survécu, qui ont été vibradiés, puisque quand on parle du passage des grues au lacrymore, il y a la vibradiation et on voit à quel point ça peut amener à des choses Méconnaissable. radicales, quoi, Oui, Méconnaissable. méconnaissables. Et pourquoi le Rift aujourd'hui est un univers, enfin une bande tellement dangereuse et tellement radicale, parce que cette vibradiation, elle est toujours à l'œuvre. Elle a été très à l'œuvre juste après le blast, mais elle existe toujours. Il y a toujours des zones où on peut muter salement. Et,
Bon, et les survivants, du coup, nécessairement, c'est des gens qui sont transformés aussi radicalement. Mais c'est toujours super intéressant, la photo de famille, entre guillemets, mais je pense que c'est le thème de la guerre. C'est exactement comme si tu prends dans les années 30 du XXe siècle des gens qui étaient jeunes à ce moment-là et qui ont des photos de famille. Et puis tu prends la Seconde Guerre mondiale qui arrive et qui bouleverse tout, etc., etc. Tu les retrouves après, nécessairement, c'est une rupture totale, quoi, J'ai l'impression qu'il y a eu radicale. un avant, un après, C'est c'est ça, il y deux a un mondes. avant, Il y a un eu deux après qui mondes. est très clair. Et c'est vraiment ça. C'est avant, Et après. là, moi, le but, c'était de montrer quand même que l'avant était souvent, enfin, c'est souvent le cas, mais donne souvent ce côté nostalgique, enviable, se dire que c'était mieux. Bien Il y a quelque sûr, chose qui a changé, mais pour le c'est la moins, nostalgie. c'est de la Et nostalgie. en même temps, toute l'histoire de la saga, elle se passe maintenant. Ouais. Donc la nostalgie, on la porte avec soi, mais non, n'empêche, l'histoire, elle est là, quoi. Elle est maintenant. Elle n'est pas il y a 20 ans. Mm. Et en parlant de photos de famille, on a mis en scène aussi des enfants, donc vous connaissez plus tard, qui ont survécu. Et je pense notamment à Pietro et Samsa. Vous avez connu Samsa déjà bien transformé en homme-oiseau avec son père qui essaye de s'occuper de lui comme il peut et tout ça. Et ben là, on le voit, petit garçon qui attend son père qui revient du travail. C'est très joyeux, ils se prennent dans les bras. Et quand on voit ce qu'il est devenu, c'est terrible. Et là, c'est pas uniquement la guerre, le blast, c'est un événement qui a détruit complètement une vie innocente. Et enfin, il n'est pas mort, quoi. Il a survécu et il a une trajectoire de vie qui est terrible. Et c'est pareil avec. Je sais pas de qui on parle d'autre après. Groma, Noéma, on peut en Ouais, parler aussi. ouais, Mais Noéma. globalement, sur cette saison 4, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de géopolitique. On donne Mm. beaucoup des grandes lignes où on implique globalement des personnes de pouvoir et tout ça. Mais là, sur cette saison 4, l'idée, c'était aussi de montrer comment ces événements, comment la guerre des héros a impacté la vie de gens du commun aussi. Où on a même parlé des créatures, puisque finalement, ces guerres-là, bah, elles impactent aussi l'environnement d'Artelium. Et du coup, typiquement, Pietro Samsa faisait partie de ces gens du commun. Donc dans le cas de Pietro, qui était un mineur qui travaillait dans des mines de Tricelle, qui s'occupait de son fils et tout ça. Et puis on a aussi le personnage par exemple de Noéma, enfin du coup qui deviendra Groma plus tard dans le Rift. Donc là, c'est pareil, encore une fois, on a des personnages qui, typiquement dans le cas de Groma, n'ont pas forcément subi de vibradisation apparente, mais pourtant on voit déjà quand même dans le Il y visage a une et les années qui transformation. sont passées qu'il y a une transformation. Quand on voit la simplicité de vie qu'elle pouvait avoir dans la collection de cartes, où voilà, on est sur une typologie de personnages qui sont des artisans, qui font vivre techniquement au quotidien cette région-là, qui font qu'aussi qui participent globalement à sa gloire et tout ça, ou à son rayonnement sur Arcante, sur Mantris, et qui deviennent finalement des figures de leaders, enfin même des figures de leaders d'espoir pour le Rift, puisque du coup le clan Moimas, on l'avait dit, mais s'occupe d'essayer de redonner vie à cette ancienne Solon. On voit qu'il y a des personnages qui sont vraiment transfigurés. On a aussi des personnages qui sont complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire Hal par exemple, qui là dans cette saison revient alors dans la collection des 13 SR, pas la collection principale, mais voilà, qui est redéveloppé sous son identité de Dynaste, donc d'Alastor Eveshdat, et qui dans le Rift, quand on prend nos deux personnages, finalement on se dit bah, en fait lui il n'a pas changé quoi. Et il y a des personnages aussi qui finalement avaient déjà presque l'esprit du Rift ou l'âme du Rift en eux et qui sont d'ailleurs font partie des personnages qui s'en sortent le mieux dans le Rift puisque ils avaient déjà presque La les mentalité. éléments, la mentalité pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. Donc oui, la saison 4, globalement, en fait, elle est divisée en plusieurs thématiques. C'est-à-dire sur les précédentes saisons, on a quelque chose de très catégorisé, hein, c'est-à-dire on a 7 éléments, Bien et sûr. on a presque des familles regroupées par éléments. Là, sur cette saison 4, ça change un petit peu, parce que finalement, on a déjà Arcante et Mantris sont mélangés ensemble pour la première fois. Le Rift n'existe pas. Et du coup, on a plutôt des personnages qui sont regroupés par thématique. Donc, on l'a dit, des gens du commun. On a parlé un petit peu des créatures. On a aussi tout ce qui est géopolitique et les grandes figures de pouvoir qui vont avoir une influence majeure globalement sur les événements de la saga.
Et là-dessus, du coup, on a parlé d'un fameux complot qui est instigé par de nombreux personnages, mais notamment, donc il y a des Solonites qui sont impliqués là-dedans, et qui va faire intervenir énormément de types de personnes. On va avoir Faust, qui va être impliqué dedans, donc le Primus de l'ombre, qui va voilà, servir la main de Thornhill. Et puis on a aussi des personnages du côté de Mantris qui vont venir s'immiscer dans ce complot en fournissant des armes, en fournissant des solutions. Donc c'est le cas de Palmer. Euh, Au niveau même des descriptions, globalement, hein, il y a plein de petits éléments à droite à gauche dans cette collection qui rappellent cette idée de complot. On a le fameux jeu d'échecs aussi de Palmer. On a, euh, on a globalement les jeux d'ombre, de voile, ce genre de choses d'un point de vue visuel sur les cartes avec Calista, avec Efret qui est un des instigateurs principaux du complot. En fait, ce qui se passe là à Solon, donc on a plusieurs forces qui entrent en confrontation et qui veulent tous la même chose. Donc on a Hélène qui veut prendre le pouvoir de façon légitime en se mariant avec Thornhill. Et on a des personnages qui, eux, complotent dans l'ombre et qui sont, c'est assez inédit, mais c'est une vraie collaboration entre Arcante, Mantris et Solon, et qui veulent du coup destituer Thornhill par un attentat. Donc on a Palmer qui, lui, est un armateur mantri et qui va fournir des armes pour les passer de façon dissimulée via le convoi cavalier et qui va l'acheminer sans que personne ne s'en rende compte vers Citala. Et de l'autre côté, on a Efret qui va aussi embaucher l'Équinoxe, donc avec Koga et d'autres mercenaires, qui sont des mercenaires en fait, et qui vont assurer aussi le positionnement de ce convoi cavalier, qui vont tuer qui doit être tué pour que tout se déroule comme prévu. On a aussi des instigateurs plutôt côté Arcante avec Vakib qui est de l'eau et le dynaste de l'eau. Et lui, il est toujours un peu en retrait. On ne sait pas vraiment s'il veut pas trop se mouiller, il veut pas trop. C'est un peu drôle d'ailleurs. Qu'il veut pas trop se mouiller et qu'il veut pas trop que ça se sache qu'il est impliqué là-dedans. Et puis tout ça, ça va se passer sous les yeux du trône, du Malek. Et donc, alors que Thornhill, c'est pas n'importe qui. Et donc, bah, Thornhill, il va finir par apprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer contre lui. Et donc, il va envoyer l'ombre, donc son Primus de l'ombre Faust, pour essayer de démêler tout ça et de comprendre ce qui se passe. Donc, on a là l'ombre qui entre en jeu avec Faust, voilà, qui va en tant qu'assassin royal et en tant que enquêteur pour comprendre ce qui se passe, et Lyle, du coup, qui est le puzzler. Et donc, lui, il a un rôle qui est particulier parce que lui, il va dans l'invermonde pour essayer de recollecter des souvenirs. C'est un chercheur de vérité, lui, donc il essaye vraiment de comprendre ce qui se passe de façon factuelle, sans prendre parti particulièrement au départ, et pour finalement se ranger vraiment du côté de Thornhill. Voilà, j'allais parler de la 13 SR, on va pas faire ça maintenant. Non, mais c'est vrai que, bah, encore une fois, Lyle, ça, pour le coup, c'est un perso qu'on connaissait aussi, qu'on avait développé dans les cartes SR Arcante. C'est aussi un nouveau rôle de l'ombre qu'on découvre. On essaye d'explorer des nouveaux pans de l'univers, ou en tout cas de toujours enrichir et faire découvrir de nouvelles choses sur l'univers. Il y avait aussi le personnage d'Ambrosia qui fait partie de l'ombre, qui voilà, qui permettait globalement d'étendre un petit peu, puisqu'on sait que l'ombre est très cloîtrée, montre assez peu de choses. Alors nous, on essaye d'un peu ouvrir les portes de notre côté pour pouvoir... Ouais, pour faire découvrir un peu de, ce, Oui, de, oui, cette, de cet arcome qui est le symbole même du secret. Donc, clairement. On a du côté de la lumière aussi le personnage de Calista, hein, ouais, très important. qui est très important, qui est rapidement cité, parce qu'on sait qu'elle disparaît pendant la guerre des héros, donc à voir ce qu'elle devient. Mais en plus, elle est présentée dans un cadre assez particulier, qui est les soubassements, les zones secrètes du Creuset. Donc on se doute qu'elle va rendre une petite visite à un grand personnage de l'univers de Cross. Et puis, c'est la dernière Primus de la lumière.
Depuis, là, pour le coup, on est à l'époque où la lumière, l'Arcom de la lumière, avait sa Primus. C'est la dernière. On sait puisque aujourd'hui, on sait qu'elle est morte à ce moment-là, et qu'il n'y a jamais plus eu. Il y a des archontes de la lumière qui essayent de tirer le pouvoir vers eux, mais il n'y a jamais plus de Primus. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui se trame, qui explique l'histoire actuelle. En autre Primus, on a aussi la nature, on a la Miss, Mm. qui est du coup la maître de Silae, qu'on découvre pour la première fois, qui est aussi elle, rapidement citée dans le tome 1, et qui elle va plutôt enquêter sur le dérèglement du prana avec un événement qui s'appelle la marée verte. Et alors, on a parlé du côté abondant de Solon et tout, mais qui dit abondance dit pas forcément uniquement des bienfaits pour Solon, mais aussi des effets néfastes qui vont se répercuter sur Esdarkant et qui vont participer aux tensions globalement qui vont finir par monter, avec cette fameuse marée verte qui est du coup une espèce de flore envahissante qui va grignoter un petit peu le territoire d'Orcunion, qui est le territoire de la nature. Et elle, la Miss, va du coup enquêter là-dessus, en lien évident avec l'Issagram, qui, bah voilà, forcément, comme Solon est dénué de mages, en fait, finalement, c'est les scientifiques de Solon qui viennent tenir un peu cet étendard-là, ou qui jouent un peu ce rôle de figure de connaissance d'un point de vue magique, à défaut d'en avoir, ils s'y intéressent. Oui, mais en fait, ça montre à quel point Solon, ça croise des enjeux, et c'est aussi un territoire de mystère. Parce que, par exemple, une des choses, on n'arrête pas de le dire, mais il n'y a pas de magie à Solon, alors que c'est un territoire qui, culturellement, et même d'un point de vue de pouvoir dynastique, est côté archonte. Mais c'est pas un archome, il n'y a pas de magie. Pourquoi il n'y a pas de magie? Ça remonte à très loin dans l'histoire. C'est un fait établi. Pour les archontes, c'est normal. Solon, il n'y a pas de magie. C'est justement une des raisons pour lesquelles il méprise ce territoire. Mais la raison profonde pour laquelle la magie est absente de ce territoire, c'est un vrai mystère. Et il y a plein de mystères comme ça qu'on va effleurer dans cette saison, avec des éléments qu'on va... Réponses dans Voilà, les tomes, il y aura des réponses. Il y a des réponses qui vont arriver nécessairement, qui sont là, parce que nous, ça c'est tout l'avantage, on sait ce qu'il y a derrière. Mais les réponses vont arriver les unes après les autres, retissées, et en fonction, bon, il y aura aussi des réponses dans la prochaine saison, de toute façon, puisque la prochaine saison sera vraiment la guerre, et par des personnages qu'on utilise, un peu comme vous avez fait ce travail d'archéologue et d'aller chercher derrière, sous le sable du Rif, d'essayer de retrouver Solon. Il y aura un travail pour recouper derrière toutes les arcs d'un personnage, l'histoire d'un personnage et tout. Et évidemment, avec le tissage entre tous ces personnages, quelle est l'histoire lointaine, profonde de cet univers, et qui peut remonter à des siècles en réalité, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de choses qui s'expliquent par des choses qui sont passées des siècles plus tôt. Est-ce qu'il faut reconstituer l'histoire de Solon pour reconstituer l'histoire Ouais, c'est un des... Tu parlais de puzzler. Moi, j'adore. En fait, le puzzler, c'est un personnage qu'on a créé avec Héloïse Brézion. Et l'idée, c'était de se dire, c'est un des possibles primus de l'ombre. Chaque fois que l'ombre change de primus, en fait, il a 5 rôles dans lesquels il peut aller puiser. Et c'est pas neutre. On en connaît combien aujourd'hui de ces rôles? Ah ben ça, on peut pas tout dire. Il faut quand même un peu regarder. Mais bon, il y a l'omboris, il y a le puzzler, il y a évidemment la lignée Shadow Faust, qui est la lignée plus des assassins, plus dans ce rôle d'assassin et d'espion. Et le puzzler, c'est vraiment sa particularité, c'est qu'il va dans l'invermonde, il va récupérer donc énormément de choses oubliées. Donc évidemment, ça nous intéresse parce que les choses oubliées, c'est typiquement des mystères, tu vois. Et c'est le seul qui est capable d'en reconstituer, justement, comme c'est le puzzler, un puzzle, donc un tableau global. Et donc c'est, dans l'ombre, un peu le découvreur du tableau général, justement, qui est un peu ce que nous, on raconte.
Mais comme c'est l'ombre, évidemment, il va pas le livrer, il va pas le dire, y compris aux autres mecs de l'ombre, enfin aux femmes de l'ombre, il le garde pour lui et il va en révéler des petits bouts. Donc le puzzler, c'est un peu un auteur en Le fait. puzzler, c'est nous, en fait. Voilà, le puzzler, c'est un peu un auteur, tu vois, c'est un peu le genre, ah, je vais te donner un bout du puzzle, et puis il y a 3 morceaux, et puis tu commences à voir le tableau général qui apparaît, et selon, c'est clair que c'est une pièce maîtresse de ce tableau. La pièce centrale, en plus. La pièce centrale. Et géographiquement, la pièce qui se trouve entre la magie et la technologie. Et ouais. Ouais, c'est un... Ouais. Quand même. La famille Cré. Alors, la famille Cré, alors là, on C'est vrai revient... qu'on a beaucoup parlé d'Arcante et Montrice. Parlons Exactement, on revient à fond côté Montrice. Et avec les... Autant il y a des intrigues propres à Arcante, des intrigues de pouvoir entre Tornil, les Primus, l'ombre, etc., etc., autant il y a aussi des intrigues côté Montrice. Et une de ces intrigues, c'est la famille Cré avec... donc là, à cette période-là, on va comprendre que Ezio, qui donc vient de cette famille, Satine, qui est dans cette cuve, et ben là aussi, le fil remonte jusqu'à cette période pré-guerre où on va découvrir donc les parents de Ezio et Satine et au-delà des parents, une famille qui est une espèce de lignée. Alors d'abord, c'est une lignée génétique, une très haute lignée génétique, et ils sont absolument convaincus d'être sans doute les meilleurs génétiques qui soient. C'est créé, et en plus, ils portent quelque chose qui est moi je pense, auquel à la fois on peut adhérer, qu'on peut critiquer, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ils considèrent que Mantris, finalement, a basculé petit à petit avec le temps dans une espèce de gestion autonome de la Noria. Donc la Noria, c'est les Mantrix, mais c'est un système calculatoire, probabiliste, avec des machines, c'est des IA. Et ils considèrent que Mantris n'est plus tout à fait dirigé par les Mantris, par les Citags, par les citoyens, mais par les IA. Et leur idée, c'est de dire, c'est nous les génétiques, on doit reprendre le pouvoir, on doit mettre au pas la Noria, et la seule façon d'y arriver, c'est de le faire de façon génétique, c'est-à-dire de faire des enfants qui soient capables de ça, qui soient capables de défier la Noria. Et en fait, c'est là où on va... Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, mais Ezio et Satine sont exactement la concrétisation de ce grand projet qui va... Le fameux duel hyper-humain versus hyper-machine. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, c'est 2 transhumanismes, en fait. C'est le transhumanisme des IA versus le transhumanisme génétique. Donc c'est 2 façons de... il y a même un post-humanité avec l'IA. Et donc on est vraiment dans l'intrigue typique technologique, SF. Mais là encore, on voit bien que c'est pas... que là, on rentre dans la finesse de chaque pan de l'univers, et où on comprend que Mantris, c'est pas un bloc, que Arcante, c'est pas un bloc, que Solon, c'est pas enfin, et donc du coup le Rift, c'est pas un bloc, et qui a des intérêts contraires. Voilà. Et la famille Cré fait partie de ces grandes intrigues côté Mantris, et qu'on va retrouver dès donc les origines avant la guerre, ensuite entre Ezio, qui est une forme de survivant, hein, tout ça, et qui finalement arrive, donc il est dans la lignée Cré, il arrive tout en haut du pouvoir, mais lui le fait sans défier la Noria, mais en passant des accords avec la Noria. Satine, elle est en cuve, on verra après, bon ça, on en parlera pour la prochaine saison, pourquoi est-ce que Satine est en cuve. Mais à l'époque, c'est la grande sœur d'Ezio, et c'est plutôt elle qui est vue par la famille, par les parents Cré, comme étant le plus grand espoir de leur... Voilà, c'est pas Ezio que les parents Cré voient arriver au pouvoir, c'est Satine.
pourquoi Satine, finalement, voilà, on se le garde. Dans- On en Pour la parlera prochaine saison. pour la et prochaine pour Rise. saison, pour Rise, pour tout un tas de choses. Mais au-delà, puisque nous, on se projette quand on fait des lignées comme ça familiales, et on voit bien d'ailleurs que on est de plus en plus dans des lignées familiales de tous les côtés, y compris côté motrice, euh, on se projette très loin. Et donc, nous, on sait déjà où va cette lignée et est-ce que les Cré ou pas arriveront à défier la Noria? Est-ce que finalement, qui prendra le pouvoir à la fin? Voilà, tout ça, on l'a en tête, mais on revient comme ça vraiment aux origines. Et cette période, c'est la période de l'enfance de Satine et d'Ezio. Et ça, c'est extraordinaire parce que il faut imaginer ces deux gamins qui sont sous une pression familiale énorme, rien de moins que de dire vous êtes les rejetons de la plus grande lignée génétique, vous allez remettre la Noria à sa place et c'est l'un de vous qui va le faire. Tu vois, en plus, en les mettant en rivalité, en disant que le meilleur gagne, c'est l'un de vous qui va faire. Et en même temps, sous cette pression familiale, ces deux gamins, donc Satine et l'aîné, qui s'adorent et qui vivent tout un tas de choses ensemble, un peu à l'écart, etc. Ils s'adorent, ils ont un lien extrêmement fort, tout en étant placés sans arrêt par leur famille, leurs grands-parents, leurs parents, dans une rivalité constante, et en disant vous êtes différents, on mise plutôt sur notre fille aînée, mais chacun, vous avez des qualités pour y arriver. Et voilà, donc cette enfance, elle est très particulière des Cré, et ça va donner du coup des personnalités très fortes, très puissantes, qu'on va retrouver chez Ezio et qu'on découvrira chez Satine plus tard. Et B. Voilà. Rien que ça. Ouais. Non, mais, ouais. Non, mais d'un point de vue perso, en plus, ouais, je vais parler d'un point de vue personnel, mais moi, je sais que c'est une relation qui est émotionnellement hyper puissante. Donc, du coup, là, on pose enfin des premiers jalons, des premières bases de cette histoire-là. Et puis, globalement, la thématique de la confrontation entre la famille Crey et la Noria, elle est super aussi parce que on est habitué dans la science-fiction à ce qu'il y ait parfois une rivalité c'est une vraie confrontation presque physique. Mm. Alors que là, pour le coup, c'est pas une confrontation qui est manifestement physique, mais on est vraiment dans le dépassement de soi et d'essayer de trouver des solutions aussi pacifiques pour pouvoir la surpasser. On n'est pas dans Terminator, quoi. On n'est pas en train de. Il faut pas abattre la machine, il faut réussir à la surpasser. C'est ça. Et y compris la surpasser dans ses... Là, on est plus proche de Dune un peu. Dans Ouais, sa, ouais, clairement. sa capacité singulière qui est le calcul, qui est de l'évaluation. Et finalement, est-ce que le cerveau humain, et c'est ça la voie des Cré, est-ce que le cerveau humain a des particularités, dont peut-être l'intuition? Peut-être, est-ce que c'est l'intuition? Peut-être c'est la fulgurance, tu vois, le coup de génie qui permet de, en fait, faire... OK, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent en calcul que la machine sur plein de choses, mais peut-être qu'on a la capacité de faire comme un trou de verre, tu sais, un bond énorme qui permet d'aller plus vite que la machine en fin de compte. Voilà. Et c'est ça, en fait, le combat entre les Cré et la Noria, c'est aussi se projeter, et je pense que c'est une question qui peut intéresser tout le monde, sur quelle est la part qui nous différencie encore de la machine, de l'IA, d'une IA forte, puisque la Noria, c'est une IA extrêmement forte. Et est-ce que finalement, il y a un chemin d'accord, un chemin de confrontation ou un chemin de liberté par rapport à l'émergence de ces IA fortes? En tout cas, c'est la question qui se pose et c'est ce qu'on essaye de raconter, de mettre en tension toujours, puisque l'idée, c'est toujours c'est pas d'être... voilà, c'est de mettre les choses en tension et de créer du drama pour qu'on puisse se projeter. Et moi, en tout cas, plus particulièrement, ces deux jeunes Cré, je m'y suis énormément attaché. Et donc, j'ai envie de passer de faire passer cet attachement voilà, tous On le les ressent déjà de lecteurs. toute Voilà. façon dans les tomes. Ouais, bien sûr. Ezio Bien sûr. pense en permanence à sa sœur. Bien sûr, bien sûr.
j'étais en train de recompter, mais là, dans la tête, du coup, tout ce qu'on vient de dire là, c'est juste 4 personnages hein, de la série. Ouais, Donc, je vous laisse imaginer si on prenait tous les mais persos oui, et mais qu'on oui, c'est ça racontait qui est cette phrase derrière à extraordinaire. chaque Ouais, fois. ouais, ouais. C'est, Et on peut c'est- raconter énormément de choses sur presque tous les personnages qui ont été inventés. Là, il y a une profondeur dans l'histoire qui est incroyable. Oui, et vous pourrez avoir d'autres petits morceaux de toutes ces histoires-là aussi dans Rise, donc restez au courant. Stay tuned. Ouais, ouais, du lore, du coup. Moi aussi, je pensais qu'elle allait dire dans les descriptions des cartes, mais aussi dans les descriptions des cartes. On essaye même d'ailleurs, sur cette saison, on peut le dire, hein, sur cette saison, on a été généreux en termes de description. Hein. Ouais, Là où dans les autres selon. saisons, on a été plus expérimentaux, on a parfois essayé des choses, testé des descriptions assez courtes. Là, on avait pour une fois, pour une fois, pas de manière péjorative, mais plutôt par la force des choses par rapport à ce qu'on voulait faire. On avait un immense scénar à raconter et les illustrations toutes seules ne suffisaient pas. Donc les descriptions étaient exclusivement presque dédiées à accompagner les illustrations, accompagner le scénario, et nécessairement dans les descriptions, du coup, on retrouve des explications de qu'est-ce qui se passe par rapport à telle thématique, quel rôle joue tel personnage dans l'histoire, là où dans les précédentes saisons, on en profitait parfois plus pour développer l'univers en général et tout ça. Là, c'est vraiment porté sur qu'est-ce que font les personnages, qu'est-ce qu'était Solon, systématiquement sur chacune des cartes. Hein. Franchement, je crois qu'il n'y en a pas une seule qui fait un écart comme ça, sauf quand c'est peut-être des personnages qui sont un petit peu à part, voilà, parce qu'on se permet des petites libertés, ou parce que ça nous manque déjà de peut-être retester des choses, mais là, les descriptions sont généreuses en termes de texte. Et moi, de l'extérieur, puisque c'est pas mon métier, et puis en plus, ça, c'est vraiment ce que vous menez, mais quand je vois les nouvelles cartes qui ont été produites, enfin les cartes de cette saison, il y a toujours l'histoire, on sent l'histoire derrière, elle est sans arrêt derrière. On sent soit l'histoire d'un personnage, soit la grande histoire, soit des intrigues, enfin, on sent toute cette ambiance dans les dessins eux-mêmes. Donc tu as les descriptions, tu as les dessins, je pense que on comprend mieux peut-être que tout ce qu'on raconte sur Solon et sur ce qu'a été cette période, ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on voit ça dans ces dessins et pourquoi est-ce qu'on a ça dans ces descriptions. C'est qu'en réalité, il y a eu un travail énorme pour savoir ce qui s'est passé à cette période-là, période assez courte, sur ce territoire-là, avec les gens qui y vivent. Et ça nourrit, voilà, ça nourrit et ça va nourrir, comme tu l'as dit, Horaï, ça va nourrir les cartes, la saison, la future saison. Et nous, auteurs, ça nous nourrit évidemment énormément pour raconter le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Je fais un petit aparté, mais pour revenir au tout début des toutes premières questions de cette vidéo, c'est aussi un des avantages du fait d'avoir fait un flashback, c'est d'avoir aussi laissé des zones d'ombre. Parce que là, on est revenu au moins une vingtaine d'années dans le passé. Et quand on prend ce qu'il y a, la saga principale, on sait qu'entre deux, il se passe 20 ans. C'est Et ça, il s'en passe des choses en 20 ils ans. s'en basent. Et ça, c'est super pour l'imagination. C'est-à-dire qu'on a un point de départ, on a un point d'arrivée pour certains personnages. Bon, certains, malheureusement, l'histoire s'est arrêtée brutalement, donc voilà, on ne les verra pas. Mais peut-être que leurs actions, par contre, auront toujours un impact dans la suite. Et là, cette zone d'ombre, elle est super c'est un super terreau pour pouvoir se laisser des portes ouvertes, pour pouvoir imaginer ce qui a pu arriver à certains persos, parce que des fois, on va pas, malheureusement, on peut pas tout aborder. Et du coup, on essaye d'imaginer, enfin, ça laisse une porte ouverte, une petite fenêtre pour s'imaginer encore des nouvelles choses sur qu'est-ce qui a pu arriver entre les deux. Au niveau des connexions, ouais, il y a plein de descriptions, moi, que j'aime beaucoup. Là, je repensais à Efred, dont on a parlé juste avant, qui est un des grands dynastes de Solon. Et voilà, dans les descriptions, on sait que on le voit discuter avec un homme de main. On sait qu'il y a des tensions qui sont en train de monter, parce qu'il y a des ponts qui sont détruits et tout ça. Lui tire tout ça à son avantage, il en profite. Il sait que c'est en train de déstabiliser d'autres dynastes ou d'autres. C'est-à-dire qu'au sein même de Solon, en fait, on a des clans qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et lui, il essaye de déstabiliser des adversaires politiques. Et puis on a les cartes de Koga où en fait on se rend compte que sur l'illustration, en fait, elle est présente dans la pièce, enfin pas sur l'illustration, mais dans la description, on se comprend qu'elle est présente dans la pièce de l'illustration de Efred pendant qu'il discute avec ce conseiller. Et ça se voit dans les descriptions, on a carrément des bouts
de dialogues qu'Aefret a dans ses descriptions, qui sont de nouveau présents sur Koga, mais elle est dans l'ombre. Et puis on continue l'histoire avec elle après quand elle poursuit le second personnage qui discute avec Efret. Donc non, il y a vraiment des grandes histoires. Enfin, je veux dire, c'est presque vraiment des scènes à part entière, quoi. C'est comme si tu avais des fois des mini courts-métrages dans les descriptions, juste pour raconter l'histoire, quoi. C'est vrai, c'est une bonne manière de le dire. Plein de mini courts-métrages, en fait, dans les descriptions, des fois. Oui, mais tout ce qui se passe aussi pendant le bal à Citala, Le bal, ouais, très c'est très là où on a bien. tous les points de vue en même temps et il y a des petits morceaux dans plein de cartes différentes, dans les cartes de Palmer, dans les cartes d'Hélène, de Tornil, même de Vakib. Et on parle aussi de dynastes qui ne sont pas illustrés, mais c'est eux qui vont décrire ce qui se passe et comment ils ressentent les choses, comment ils le voient. Et là, d'avoir plein de points de vue, en fait, ça permet de construire une espèce de scène globale et de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. C'est vrai que c'est le cas de le dire. La scène de bal, pour le coup, Ouais. c'est vraiment le truc qui rassemble. Et là, tu as vraiment le truc de récit choral où tu as vraiment tous les acteurs qui sont réunis ensemble dans la même pièce. Et puis, hop, une petite cam sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Une petite cam sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Et tu comprends que derrière chaque perso, il y a toujours un intérêt différent, une ambition différente, à la fois des archantes, des monstrices, des solonites. Et tu te dis, mais comment tout ça ne va pas mal finir, quoi. C'est 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 clair et net, quoi. Mais ça, c'est l'avantage du point de vue spectateur. Oui. C'est-à-dire que les personnages en eux-mêmes, comme ils n'ont pas ce point de vue global, ils ne se rendent peut-être pas forcément compte. Mais nous, en tant que spectateurs, en tant que joueurs du TCG ou en tant que gens passionnés par l'univers, par le lore, par les bouquins, on a la big picture et c'est ça qui est malheureux. C'est que finalement, quand tu prends un petit peu de recul, tu te dis, mais c'était évident que là, il y a un truc qui allait mal se passer. Pourquoi on n'a pas évité ça? On aurait pu garder Solon finalement. Ouais. Il y a un petit côté ragot aussi, de venir glaner des informations par-ci par-là, dans les descriptions, dans les détails des cartes et tout ça. Et là, il y a un côté, ok, j'ai les petites infos de ci, de Ah ça, oui, du oui. coup, je commence à comprendre, à On fait le travail retisser du les choses puzzler, et tout. Oui, c'est on ça. a fait en sorte que Oui, oui. les joueurs du TCG ou les fans du lore puissent Recomposer, recomposer ouais. et Oui, c'est refaire ça. travail de puzzler. Il manque un petit bout du tableau avec la S5 qui doit arriver, mais il y a déjà le début du tableau qui peut être reconstitué. Oui, avec des éléments de la S5 qu'on peut quand même déjà anticiper, puisque c'est là où c'est super intéressant aussi, puisque la saga actuelle, par exemple, si je reviens sur les craies, on sait, c'est raconté dans la saga, on sait que Satine est destinée à devenir une générale d'armée, qu'elle va jouer un rôle très important dans cette saison à venir. Kezio, lui, sera plutôt un agent d'information, un espion. Euh, donc on a déjà des éléments de cette guerre, puisque c'est le passé de la période actuelle. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de repartir justement de la période d'avant pour retrouver, comprendre ces éléments. On en a quelques bribes, quelques informations, et puis les vivre pour de vrai avec la saison actuelle et la saison à venir, y être vraiment en plein, quoi, s'immerger dedans. Et c'est là où on voit, je pense qu'à l'heure actuelle, que la franchise atteint une maturité, une profondeur qui est celle des plus grandes franchises. C'est-à-dire quand on est à ce niveau-là où on peut repartir 20 ans ou 25 ans en arrière et raconter les choses extrêmement en détail par rapport à des personnages actuels, c'est que dans une franchise, on est vraiment à ce qui se fait de mieux. Voilà, on est vraiment, on a vraiment abouti à quelque chose. Et on a énormément de choses à en tirer. Il y a énormément d'histoires secondaires. Nous, on le voit aussi pour écrire des novellas, etc. Il y a immédiatement tellement de fils, comme on le disait. On prend 4 personnages, il y a déjà 3 histoires à raconter. Donc, vu le nombre de personnages, c'est dire la puissance fertile et créatrice de cette franchise, Et en termes de de cette ère. maturité, la maturité, elle est aussi visuelle, même dans la collection de cartes, Ouais, hein. On a beaucoup fait évoluer les processus créatifs, encore plus ciblé parfois les artistes qu'on voulait mettre sur certains personnages. Il y a une maturité aussi qui va forcément arriver avec la saison 5, parce que là, pour le coup, on va vraiment illustrer une guerre des héros euh, dans toute sa splendeur. Enfin, là, encore une fois, hein, guerre des héros, finalement, c'est un terme presque cynique, parce que finalement, là, on montre avec saison 4 qu'en vérité, il y aura pas vraiment de héros.
ou peut-être qu'ils arriveront qu'à la fin, avec Shaka et Faust qui vont essayer que l'on sait en tout cas vont jouer un rôle important par rapport au Blast. Ouais, non, là c'est clair qu'en termes de maturité, sur l'ensemble des curseurs de la production, du développement de l'univers de la licence, on atteint certains niveaux qu'on espérait depuis très longtemps. Oui. Et on y est. Et on y est, il n'y a plus qu'à dérouler. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle carte combo pour les 13 SR, et on ne voulait pas vous quitter sans une petite surprise, puisque pour cette saison, on a essayé de redonner ses lettres de noblesse à un très vieux personnage de la licence. On vous laisse découvrir ça.